Oui, Madame la Ministre, moi je vais vous alerter sur les difficultés actuelles de recouvrement de la taxe d'aménagement qui est indispensable au financement de bon nombre de politiques publiques, notamment départementales et communales, mais également des structures d'expertise en aménagement du territoire telles que les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les CAUE. Je vous avais déjà sollicité l'année précédente sur le risque d'effritement de cette ressource fiscale. Aujourd'hui, c'est son recouvrement qui fait défaut et qui remet en cause la viabilité financière de ces services et entités publiques. La grande majorité des avis de paiement qui devaient être envoyés aux propriétaires devant s'acquitter de cette taxe ne l'a pas été depuis plus d'un an, presque deux même. Selon les estimations, le manque à gagner pour les finances publiques s'élèverait entre 750 millions et 1 milliard d'euros. Dans un récent communiqué, les services de Bercy nous informent qu'en effet, il y aura effectivement un décalage sur les reversements de la taxe d'urbanisme. Nous apprenons également que pour les seuls projets d'envergure de plus de 5000 m², des dispositifs d'acompte de taxes d'aménagement seront prévus. Mais les collectivités, vous le savez, ont besoin maintenant de ces ressources. Il y a l'émission des titres et il y a le recouvrement qui sont deux choses différentes et n'ont pas les mêmes délais avec toutes les conséquences néfastes pour nos collectivités. Jeudi 13 mars devait avoir lieu une première rencontre avec la DGFiP et les associations d'élus locaux. Quels ont été les tenants et les aboutissants de cet échange et sur les perspectives de cette taxe? Au niveau des ressources humaines, le problème me semble encore demeurer entier, avec des formations qui peinent à avoir lieu et une plateforme nommée Gérer mes biens immobiliers qui a été lancée de manière fortement prématurée. Quelles sont les mesures que vous comptez prendre rapidement pour traiter cette problématique financière? Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nicole Bonnefoy. Afin de renforcer les synergies avec les impôts fonciers, la gestion de la taxe d'aménagement a été effectivement transférée des directions départementales des territoires et de la mer, la DDTM, à la DGFiP, qui n'en assurait jusqu'alors que le recouvrement. Ce transfert s'est accompagné du report de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement, qu'elle est dorénavant sur la réalisation définitive des travaux, unifiant ainsi les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme. L'alignement de la taxation en fonction de la réalité des constructions achevées évite ainsi l'émission de taxes pour des projets in fine abandonnés qui induisaient auparavant une annulation de taxation a posteriori insatisfaisante pour les usagers concernés comme pour les collectivités qui devaient reverser les sommes indûment perçues. Un système d'acompte a également été créé pour neutraliser les effets du décalage de l'exigibilité de la taxe pour les très grands projets dont la surface créée est supérieure à 5000 m² et dont la construction s'étale sur plusieurs années. Afin d'optimiser les délais de traitement, la liquidation de la taxe d'aménagement s'appuie sur la dématérialisation du processus déclaratif via l'outil, comme vous l'avez cité, GMBI, la création d'un référentiel des délibérations des collectivités locales et l'automatisation du calcul des taxes d'urbanisme. Des dysfonctionnements opérationnels ont toutefois été observés à l'ouverture de ces nouveaux services. Le processus déclaratif dématérialisé a pu susciter effectivement des interrogations de la part des usagers et aboutir à des erreurs déclaratives qui ont freiné la liquidation des taxes. Les redevables sont toutefois bien identifiés par l'administration et les taxes dues seront bien sûr encaissées et reversées aux collectivités. À cette fin, la DGFiP a élaboré un plan d'action pour rendre plus lisible le processus déclaratif. Un parcours digital rénové puis accessible est ainsi proposé depuis le 3 février 2025. En parallèle, la DGFiP a sécurisé les éléments déclarés en 2024 pour permettre la taxation de ces dossiers et relancer les redevables susceptibles de devoir payer cette taxe n'ayant pas encore déposé la déclaration attendue. Enfin, une diminution sensible des montants de taxes d'aménagement collectés en 2024 a été constatée, liée à la diminution du nombre d'autorisations d'urbanisme de 21,5% en 2023, après une baisse de 11% en 2022. L'assiette taxable a donc de fait sensiblement diminué entre 2022 et 2024. Merci. Madame Bonnefoy, pour une Oui, ce poignée de sujet est secondes. majeur pour les collectivités, vous le savez, donc il y a urgence à rectifier. Les risques s'accumulent alors que notre situation budgétaire nationale et locale est exsangue. Nous n'avions pas besoin de ce désordre supplémentaire qui va de surcroît exaspérer la population. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation nationale. Jeudi 20 mars, dans 2 jours, se tiendra le CDEN de repli de l'Académie de Paris. Il se tiendra jeudi parce que le CDEN a été boycotté par l'ensemble des organisations syndicales, des fédérations de parents d'élèves et des élus, ce qui n'est pas si courant. Et ce boycott, il est le fruit d'une méthode qui est contestée et de renoncements politiques, ce sont les vôtres.
En effet, seront proposées 180 fermetures de classes dans le premier et le second degré, avec comme seule justification la baisse démographique. Alors que cette baisse démographique pourrait être un levier formidable pour baisser enfin le nombre d'enfants par classe, comme cela est d'ailleurs fait par votre gouvernement en éducation prioritaire. Alors, vous allez me répondre par le chiffre magique de la moyenne d'élèves par classe. Je vous répondrai que nos enfants ne sont pas des moyennes. Et je vous rappellerai que vous avez aussi fait un choix politique, celui de faire peser exclusivement ou quasi exclusivement sur l'enseignement public la baisse démographique. Mais est également annoncée la fin des régimes, certes dérogatoires, mais depuis 42 ans, des directeurs d'école parisiens, ce qui permet d'avoir des directeurs d'école présents à temps plein dès 5 classes à Paris. Cette proposition de décision a provoqué une colère immense. Alors, Madame la Ministre, vous avez proposé la mise en place d'un groupe de travail et de concertation sur le sujet. C'est une bonne nouvelle. Madame la Ministre, finalement, ma question est simple. Est-ce que le recteur de Paris renoncera à inscrire jeudi les 52 premiers postes de directeurs d'école qui pourraient être concernés au mouvement, actant ainsi le fait que la concertation aura lieu et se met en place pour le bien de l'ensemble des communautés éducatives parisiennes? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Philippe Baptiste, ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Brossel, je tiens tout d'abord à excuser Madame la ministre d'État Elisabeth Borne qui m'a chargé de vous répondre. Nous observons une année de plus la poursuite d'une baisse démographique significative et durable en France et donc dans nos classes. À la rentrée 2024, cette baisse était de près de 75 000 élèves pour le premier degré, dont 3 200 à Paris. Malgré cette baisse, nous avons fait le choix de conserver les 4 000 postes qui devaient être supprimés, vous le savez. Et vous mentionnez le consensus scientifique selon lequel la taille des classes influe de façon significative sur la réussite des élèves, notamment les plus fragiles. Ce constat, non seulement nous le partageons, mais nous agissons en son sens. En 2017, le taux d'encadrement moyen, pardon de revenir à la moyenne, était de 5 professeurs pour 100 élèves. À la rentrée 2024, il était de 6 professeurs pour 100 élèves. C'est quand même une augmentation très significative. Cette hausse du taux d'encadrement se poursuivra à la rentrée prochaine, puisque le nombre moyen d'élèves par classe atteindra un niveau historiquement bas, 21 élèves par classe. À Paris, particulièrement, le taux d'encadrement est favorable, avec 20 élèves par classe en moyenne. C'est le deuxième meilleur taux de France métropolitaine après la Corse. Au regard de la baisse prévue, 160 classes peuvent être fermées sans impact sur le taux d'encadrement. Les retraits d'emploi des rentrées 23 et 24 n'ont d'ailleurs pas dégradé le taux d'encadrement compte tenu de la baisse démographique constatée. Cette évolution nous permet de répondre aux priorités d'une école qui agit pour la réduction de toutes les inégalités sociales et territoriales. J'ajoute que la rentrée prochaine, nous ouvrirons de nouvelles classes d'ULIS et nous densifierons le réseau des pôles d'appui à la scolarité, sans oublier les moyens particuliers alloués, eux, aux quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est là que les renforcements seront les plus significatifs. Je vous remercie. Merci. Madame Brossel, pour 19 secondes précisément. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour cette réponse. Mais dans les faits, ce que vous dites est démenti. Il y aura bien des fermetures de classes et nombreuses dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il y aura bien des baisses, des augmentations d'effectifs, y compris dans des classes qui sont en quartier prioritaire de la politique de la ville. Ne restez pas sourds à la colère unanime de la communauté éducative parisienne. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Madame la Ministre, je vous interpelle aujourd'hui car il y a urgence. Vous le savez, la progression géographique du loup s'accompagne d'une augmentation des attaques sur les troupeaux. C'est le cas ces dernières semaines chez moi, dans les Pyrénées-Atlantiques. D'année en année, la prédation exercée par le loup s'intensifie, tant sur le plan géographique que numérique, à tel point qu'il n'existe presque plus véritablement de territoire préservé. Dans les Pyrénées, je le rappelle, nous avons déjà d'autres prédateurs, notamment l'ours. Ainsi, dans mon département, Béarn-et-Soule, ce prédateur, le loup, cause déjà de lourdes difficultés aux éleveurs. Sa présence viendrait maintenant signalée en Pays basque. C'est pourquoi la commission syndicale du Pays de Soule a demandé la reconnaissance de son territoire en zone de protection renforcée face aux menaces qu'il fait peser. Les syndicats agricoles basques, que ce soit la FNSEA ou Erico Laborant Sagarbara, ont exprimé
à l'unisson les vives inquiétudes qui sont les leurs quant à la présence de ces loups pour les éleveurs du territoire. Je me répète ici, la cohabitation avec ce prédateur est impossible. Si l'agropastoralisme venait à disparaître, l'accessibilité des espaces d'altitude, leur biodiversité, leur sécurisation contre les risques naturels serait gravement compromise. Les élus de montagne réunis au sein de l'ANEM que vous connaissez, n'ont cessé d'alerter les pouvoirs publics sur l'impossible cohabitation entre ce prédateur et un mode d'élevage pastoral qui est essentiel aujourd'hui dans nos montagnes. Madame la ministre, entre le loup et la brebis, vous le savez, le loup est l'agresseur, la brebis la victime. Il faut reconnaître la violence que représente la prédation pour les éleveurs passionnés par leur métier, une violence que toutes les indemnisations du monde ne suffira jamais à combler. La Convention de Berne a approuvé le 3 décembre dernier un déclassement du statut de protection du loup qui va passer d'espèces strictement protégées à seulement protégées. Or, les éleveurs et les bergers sont contraints aujourd'hui à une veille constante. Madame la ministre, avez-vous veillé depuis janvier, ainsi que vos collègues au niveau européen, à faire modifier notamment la directive Habitat? Qu'en est-il de vos démarches? Lors du prochain sommet européen, la question du loup est-elle prévue à l'ordre du jour? Pourriez-vous préciser le calendrier des prochaines étapes à venir sur ce sujet pour la France? Nos éleveurs attendent avec impatience vos réponses. Merci. Et Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Frédérique Espagnac. En tant qu'élue d'un territoire d'élevage, je sais combien la présence du loup et son comportement de prédation sur les troupeaux ont un impact sur l'activité pastorale en France. C'est un dossier sur lequel je travaille, je pense, depuis au moins 15 ans. Dans ce contexte, mon ministère accompagne, vous le savez, financièrement les éleveurs pour protéger leurs troupeaux contre les attaques grâce à un dispositif arrêté avec les préfets qui permet de financer les salaires des bergers, des clôtures, des chiens de protection et un accompagnement technique. Ce dispositif permet d'aider plus de 4 000 éleveurs par an pour un montant de 38,7 millions d'euros en 2024. En complément, face à la détresse exprimée par les éleveurs, la loi d'orientation agricole a apporté quelques dispositions, je crois, utiles. D'abord, visant à alléger la charge réglementaire pesant sur les détenteurs de chiens de protection en matière d'ICPE. Ensuite, d'assurer une plus grande sécurité juridique aux détenteurs des chiens et aux maires des communes pastorales. Ainsi, en cas d'incident avec un usager, la responsabilité pénale des éleveurs, des détenteurs de chiens de protection et des maires ne sera pas engagée dès lors que leurs obligations préalables auront été remplies. La loi va permettre de protéger les troupeaux de bovins par des tirs de destruction dès lors que les élevages ont fait l'objet de mesures de réduction de vulnérabilité. Enfin, et vous le savez, nous portons l'adaptation du statut du loup qui doit se faire à 3 niveaux. Au niveau international, c'est fait. La modification de la Convention de Berne est entrée en vigueur le 7 mars, vous le dites. Au niveau européen, c'est en cours. Nous travaillons à une modification de la directive Habitat qui devra être adoptée par le Conseil et le Parlement européen. C'est fait pour le Conseil, ça doit être validé par le Parlement européen. Je n'ai pas la date exacte du calendrier, mais dès que je l'aurai, nous vous la ferons connaître. En tout cas, je suis pas à pas cette affaire. Au niveau national, nous nous y préparons pour définir les modalités qui permettront d'assurer une régulation tout en garantissant un état favorable de l'espèce, puisque vous savez que c'est la condition. En tout cas, je veillerai à ce que cette régulation se fasse en premier lieu en tenant compte de l'impact du prédateur sur les activités d'élevage qu'il faut impérativement préserver. C'est la richesse de notre pastoralisme. Merci, Madame la Ministre. Et croyez bien que j'y consacre une attention et une énergie sans faille. Je vais vous demander... Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question porte sur la situation des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. À vrai dire, j'avais adressé cette question il y a près d'1 an maintenant à l'un de vos prédécesseurs au gouvernement pour m'enquérir de l'avancement de la situation dans nos EHPAD, alors qu'un vaste plan de contrôle était lancé dans toutes les régions pour s'assurer de la qualité et de la sécurité des accompagnements proposés aux personnes âgées dépendantes. Le temps a passé depuis, mais tous les professionnels
personnels restent inquiets au regard de l'état de leurs finances et de la forte augmentation attendue en parallèle du nombre de seniors. Selon la Fédération hospitalière de France, 75% de nos EHPAD publics sont en déficit. Les crédits débloqués par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 n'ont pas suffi à résorber les déséquilibres et il n'est pas certain que les 300 millions d'euros du fonds d'urgence rehaussés dans la loi de financement de sécurité sociale pour 2025 fassent mieux. Il y a 2 semaines, la Fédération hospitalière des Hauts-de-France signalait en effet qu'en raison d'un déficit trop important, une dizaine d'EHPAD publics pourraient être amenés à fermer en 2025, alors même que 6 EHPAD publics avaient déjà été fermés dans la région en 2024. S'ajoute à cette situation financière précaire le manque de personnel dédié à la dépendance. Les aides-soignants des EHPAD étant financés à 70% par les agences régionales de santé, à 30% par les départements, il est évident que dans un département peu riche comme le Nord, par exemple, les embauches sont moins faciles. Et les premières victimes de ce manque de personnel sont évidemment les personnes âgées elles-mêmes qui sont moins bien accompagnées, voire parfois maltraitées, mais les professionnels souffrent aussi de ces conditions de travail dégradées. Pour toutes ces raisons et au-delà des crédits votés pour 2025, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, quelles mesures concrètes le gouvernement entend prendre afin d'améliorer la situation des EHPAD publics dans notre pays? Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Sénatrice, pour votre question. Évidemment, je suis particulièrement consciente des difficultés financières que rencontrent nos EHPAD. Et depuis plusieurs années, le gouvernement travaille à améliorer la situation au vu effectivement des perspectives de vieillissement de la population que vous avez rappelées. Peut-être redire que effectivement le projet de loi de financement de la sécurité sociale de cette année prévoit les 300 millions d'euros d'aide d'ailleurs auxquels les parlementaires ont contribué pour qu'ils puissent être apportés aux EHPAD en difficulté, que ces aides ont plutôt vocation à être une bouffée d'oxygène dans un moment de tension particulièrement important, mais ne pourront pas bien évidemment répondre aux problématiques structurelles que rencontrent les EHPAD. Donc plusieurs mesures sont à l'œuvre pour pouvoir rééquilibrer et réadapter le fonctionnement des EHPAD. D'abord, il y a des questions d'organisation interne et de structure, puisqu'effectivement leurs charges de structure ont fortement progressé, des charges de personnel, des charges de fonctionnement et aussi des taux d'occupation qui parfois sont très bas. Donc c'est pourquoi des fonds d'investissement accompagnent aussi la transformation des EHPAD de leur manière à permettre de pouvoir mieux amortir l'ensemble de ces charges. Mais de façon plus large, c'est aussi l'État qui reprend un engagement en soutien au département avec, c'est assez technique, la fusion des sections donc de soins et de dépendance, et donc qui vient aider les départements qui se sont engagés dans cette démarche. À cette année, ce sera 23 départements, mais nous avons le souhait ensuite de généraliser cette démarche de façon à ce que tous les frais de soins et de dépendance puissent être assurés par l'État et venir donc apporter une structure plus solide aux EHPAD. En parallèle, les EHPAD ont la possibilité aujourd'hui de distinguer le tarif hébergement de celui de l'aide sociale, ce qui permet à certains EHPAD publics de rehausser et de mettre plus en rapport avec la réalité leurs tarifs d'hébergement. S'agissant aussi des conditions d'accueil de nos aînés, le projet la loi de financement de sécurité sociale prévoit le recrutement de 6 500 ETP supplémentaires dans nos EHPAD, dans cette trajectoire des 50 000 soignants supplémentaires qui viendront améliorer là encore la condition d'accompagnement des personnes. Merci. Pour 8 secondes précisément, chers collègues. Précisément. Merci. Simplement pour dire que nos EHPAD publics ont véritablement besoin d'un soutien fort. J'entends les mesures que vous avez annoncées parce qu'autrement, non seulement nous mettons en danger nos personnes âgées, mais nous renforçons les inégalités en fin de vie avec des risques de dérive qui sont liés aussi à la financiarisation du secteur privé dont on a parlé. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, à l'occasion de l'examen du projet de loi des finances de 2025, le Sénat a voté la création d'un fonds territorial climat doté de 200 millions d'euros. Je suis intimement convaincu que les collectivités territoriales sont les plus à même pour faire face aux défis de l'adaptation au changement climatique, car c'est bien sur le terrain, tous les jours, que les élus locaux y sont confrontés et font preuve de réactivité, voire d'agilité pour mettre en œuvre des solutions concrètes, mais sont souvent démunis devant la complexité des démarches administratives pour accéder au financement. J'avais moi-même présenté un amendement en ce sens afin de financer directement les intercommunalités pour qu'elles mettent en œuvre les plans climat-énergie. Au passage, je proposais 400 millions d'euros,
car les 250 millions d'euros votés en 2024 n'étaient visiblement pas suffisants. Et l'on se retrouve en 2025 au PLF avec seulement 200 millions d'euros. Mais ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que vous facilitiez la vie aux collectivités locales pour accéder à ce fonds. Il faut en finir avec les usines à gaz d'appel à projets ou à manifestation d'intérêts divers et variés dont personne ne comprend plus rien et simplifier la vie des élus et leurs collaborateurs désespérés devant la lourdeur des procédures. Vous savez, moi je suis élu dans le département de l'Aude, département méditerranéen qui est en première ligne face aux conséquences du changement climatique. Nous devons à la fois faire face à des inondations destructrices et à des sécheresses terribles mettant à mal les productions agricoles. Donc nous n'avons pas de temps à perdre à des procédures longues et complexes pour accéder à des fonds qui nous sont vitaux. Or, à vous écouter lors des QAG du 19 février dernier, vous ne m'avez pas du tout rassuré par vos explications, car ce fonds est passé d'un nouveau programme voté au PLF à une nouvelle action. Vous contournez donc, comme en 2024, l'esprit de la mesure votée au Parlement. Pourquoi, Madame la Ministre? Et pouvez-vous m'expliquer clairement les modalités de mise en œuvre de ce fonds pour 2025? Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Pla, vous l'avez dit, en raison de leur rôle clé dans la transition écologique, les collectivités territoriales sont les principales bénéficiaires du Fonds vert. En 2024, le programme a bénéficié à plus de 6 200 demandeurs distincts, dont 5 300 sont des communes, 160 d'ailleurs dans votre département de l'Aude. En 2025, pour simplifier la bonne articulation entre les aides, j'ai souhaité, avec le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen, que les règles d'emploi soient décrites dans une circulaire commune pour le Fonds vert et pour les autres dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales, des CIL, des ETR, des CID, des PV, FNADT. Celle-ci a été publiée le 28 février 2025, soit quelques jours après l'adoption définitive du budget et sa promulgation. Elle priorise le soutien à l'investissement local en faveur de la transition écologique, en particulier en matière d'adaptation au changement climatique, suivant les objectifs du plan d'adaptation au changement climatique que j'ai présenté la semaine dernière. En 2025, malgré une baisse de l'enveloppe du Fonds vert par rapport à 2024, un financement propre de 100 millions d'euros est donc déployé spécifiquement pour accompagner les plans climat, air, énergie des communes, comme je m'y étais engagée devant vous. Pourquoi cette enveloppe ne figure pas dans le projet de loi de finances? Je crois qu'il faut interroger les participants à la commission mixte paritaire. Cette enveloppe de 100 millions d'euros sera déployée hors appel à projet, comme je m'y étais également engagée, et donc sans contrôle a priori des projets des PCAET dès lors que ces PCAET sont votés. Les modalités d'accès à cette ressource sont d'ores et déjà spécifiées par la circulaire du 28 février. Les crédits seront bientôt délégués au préfet de région. Les collectivités ayant adopté un PCAET au 1er mars 2025 bénéficieront de ces crédits en concertation avec les préfets. Cette nouvelle mesure témoigne de ma volonté de construire un pacte de confiance avec les collectivités territoriales. Mon objectif est qu'elles puissent mettre en œuvre rapidement et facilement leur PCAET afin d'accompagner leur transition écologique en cohérence avec la planification écologique que je porte au niveau national. Merci, Monsieur Pla, pour une vingtaine de secondes. Oui, Madame la Ministre, ça va dans le bon sens. Cela dit, ces 100 millions d'euros ne cachent pas les 400 millions d'euros de moins sur le fonds vert. Sur les 1,1 milliard de fonds verts cette année, qui sont au budget, moi j'appelle de mes voeux que nous allions plus loin dans la mise en œuvre, dans l'accessibilité à ces financements, parce que ça fait que 10% qui seront à la main directement des intercommunalités pour faire ces PCAET. Donc l'intérêt, c'est que vous ouvrez un peu plus largement ces enveloppes-là, de manière à ce qu'elles soient gérées en direct, parce que ça leur facilitera la vie. Merci. La parole est à Monsieur Hervé Gillet. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le budget 2025 consacre une baisse de 32% par rapport à 2024, passant ainsi de 3,1 milliards à 2,1 milliards d'euros pour MaPrimeRénov', dispositif phare d'aide à la rénovation énergétique des logements. Ma question ne portera pas sur le financement à proprement dit des dispositifs de rénovation énergétique, mais sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales et en particulier par les syndicats intercommunaux dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la rénovation énergétique ne s'est pas accompagnée d'une simplification. Bien au contraire. Les outils se sont multipliés. Mon accompagnateur Rénov', MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt,
créant parfois un sentiment de désordre dans l'organisation des politiques de l'habitat au détriment de l'efficacité et de la qualité de l'accompagnement de l'usager au final. Plus problématique encore, la création de ces différents dispositifs a mis sur un même pied d'égalité des opérateurs publics tels que le syndicat interterritorial pour la maîtrise de l'énergie et de l'habitat, le SIFEM en Gironde, et des opérateurs privés aux pratiques parfois peu scrupuleuses. Ce mélange des genres peut nuire à la réussite des projets de rénovation énergétique. L'accompagnement est devenu un véritable parcours du combattant, provoquant même des renoncements, et ce n'est pas acceptable. Ainsi, face à une demande croissante de la part des ménages, il semble nécessaire de renforcer le rôle des opérateurs publics locaux et de rétablir une concurrence équitable. Ma question est donc la suivante. Madame la ministre, face aux demandes croissantes ou insatisfaites, quelles solutions envisagez-vous pour éviter une insuffisance des enveloppes financières consacrées aux syndicats intercommunaux et garantissant ainsi la continuité de l'accompagnement des ménages tout au long de l'année ? Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gillet. Je réponds en mon nom et en celui de Madame Valérie Létard, ministre en charge du logement. Je vous remercie pour cette question qui permet de mettre en avant l'importance du service public de la rénovation de l'habitat, France Rénov', et des guichets qu'il porte, tels que le syndicat interterritorial pour la maîtrise de l'énergie et de l'habitat en Gironde. Grâce au service public France Rénov', les Français bénéficient d'un tiers de confiance auprès de qui recueillir une information et des conseils indépendants et remonter toute difficulté rencontrée dans un projet de rénovation. L'État est au rendez-vous pour poursuivre la consolidation de France Rénov' à travers les pactes territoriaux qu'il cofinance avec les collectivités. Comme vous le savez, mon accompagnateur Rénov' est l'acteur clé dans le parcours du ménage lorsque celui-ci se lance dans une rénovation d'ampleur et souhaite bénéficier de l'aide financière importante de MaPrimeRénov'. Il appuie le ménage du début à la fin du projet, tant sur les aspects techniques que sur les aspects administratifs. Nous bénéficions d'une année de recul sur le fonctionnement de ce nouvel acteur. Ce dispositif fonctionne bien, il s'ancre de plus en plus dans les territoires et des partenariats efficaces sont noués avec les collectivités. Et nous souhaitons que ces partenariats se poursuivent et soient renforcés. Je salue d'ailleurs plus largement l'engagement de l'ANA, de ses partenaires historiques et des professionnels de la rénovation qui ont su s'adapter pour garantir des travaux de qualité dans un parcours sécurisant pour le ménage. Grâce aux signalements qui lui sont remontés par le réseau France Rénov' et une politique de vigilance qui permet de détecter les suspicions de fraude, nous avons également réussi à éviter l'année dernière 500 millions d'euros de fraude. Vous le savez, ça a été indiqué par mes collègues Catherine Vautrin et Amélie de Montchalin sur la politique antifraude de l'État. Nous avons également bénéficié de retours d'expérience d'un an qui nous permettent avec l'ANA de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour sécuriser les ménages dans leur parcours de rénovation et pour exclure plus rapidement des acteurs malveillants. Elles seront traduites prochainement par voie réglementaire. Par ailleurs, la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques initiée par Thomas Cazenave, que le Sénat examinera bientôt, propose également de nouveaux leviers d'action, par exemple concernant l'encadrement des mandataires financiers ou l'augmentation des sanctions contre les fraudeurs. Merci Madame la Ministre. Monsieur Gillet pour une poignée de secondes. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour votre réponse. Mais ce que l'on voit bien, c'est que quand on est sur le secteur public, quelque part, la qualité est au rendez-vous. Quand on est sur plutôt du privé, c'est là où il y a quand même une distorsion. Et n'oubliez pas les renoncements qu'il y a eu dans le cadre des accompagnements qui ont fait qu'à certains moments, les enveloppes ont été parfois même sous-consommées. Merci. Le transport et la distribution de la presse, la contribution à l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire. Sur le terrain, bien que la direction de la Poste affirme tout mettre en œuvre pour assurer ces dernières, à chaque fois, c'est le même scénario. Diminution des horaires d'ouverture avec suppression progressive de certains services et des effectifs, jusqu'à la fermeture définitive du bureau. Ceci en imposant dans le même temps un modèle économique qui fait la part belle au tout numérique et qui ne satisfait personne, d'autant plus qu'il met à l'écart les plus vulnérables. Tout aussi grave, la Banque postale, censée être le dernier rempart contre l'exclusion bancaire, déserte progressivement nos territoires. Sans parler des distributeurs automatiques de billets qui coûteraient trop cher en maintenance et que l'on ferme brusquement. Ainsi, année après année, les fermetures de bureaux de poste pour absence de rentabilité se multiplient. Bureaux remplacés au mieux par des agences postales communales ou des relais commerçants qui ne procurent pas le même niveau de service. Dans ce contexte et en responsabilité, les élus, les maires au premier chef,
soucieux de garantir un égal accès aux services essentiels, n'ont pas d'autre choix que de prendre en charge les dépenses d'investissement comme de fonctionnement de ces points de contact. Ils n'ont que trop conscience qu'avec la fermeture d'un bureau de poste, c'est tout un écosystème qui est menacé. Les commerces de proximité en premier chef, et particulièrement dans le monde rural déjà fragilisé. Le prochain contrat de présence postale territoriale 2026-2028 devant être signé en fin 2025, je souhaiterais donc connaître les mesures que le gouvernement envisage de mettre en œuvre pour stopper l'hémorragie et faire respecter strictement les obligations de la loi de 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Corinne Féret. Dans un contexte général de baisse de fréquentation des bureaux de la Poste, elle ne cesse d'adapter les modalités de sa présence. Toutes les modifications horaires sont réalisées dans le respect du contrat de présence postale signé par la Poste, l'AMF et l'État. Ce contrat stipule notamment que la Poste adapte son réseau de points de contact en nouant des partenariats locaux, publics ou privés, tout en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale en dialogue constant avec les élus du territoire. Concernant le Calvados, au 1er janvier 2025, 94,9% de la population se trouve à moins de 5 km d'un point de contact postal. Ce taux d'accessibilité est en hausse de 0,3% par rapport à 2024. Dans ce département, le réseau postal demeure significatif avec 189 points de contact, dont 71 bureaux de poste, 81 agences communales, 37 postes relais. S'agissant des distributeurs automatiques de billets, un seul retrait est envisagé par la Banque postale en 2025 dans votre département, suite à l'obsolescence de l'appareil. Certaines communes sont équipées de DAB d'un réseau concurrent. De manière générale, pour les communes équipées d'un seul DAB porté par la Banque postale, cet équipement est maintenu et, le cas échéant, renouvelé. Depuis 2021, une dotation annuelle inscrite au projet de loi de finances a été mise en place. 2024 et 2025 ont connu les dotations les plus historiquement élevées, 174 millions d'euros chacune, pour soutenir cette mission de service public. Enfin, la première séance de travail de l'Observatoire national de présence postale sur le prochain contrat de cette présence postale a lieu le jeudi 27 mars prochain. Il est donc encore trop tôt pour annoncer ce qui sera mis en œuvre dans le cadre de ce contrat. Soyez assurée, Madame la sénatrice, que le gouvernement est vigilant au bon accomplissement par la Poste de ses missions de service public et de son soutien. Il n'a jamais été remis en question. Merci.